Un espace dit confiné est, pour résumer, un espace dans lequel l'air ne circule pas bien et donc risque de provoquer asphyxie ou explosion. Ces espaces peuvent être ou profonds et étroits comme des puits, des galeries, des regards, ou avec un accès difficile comme les citernes, silos ou autres égouts. On ne peut accéder à ces espaces que dans des conditions précises. Une validation de l'aptitude physique par la médecine du travail, une formation théorique et pratique préalable qui conduit à une habilitation, et les équipements de protection individuelle particuliers. Ajoutons que le risque d'asphyxie, c'est-à-dire ne pas disposer d'assez d'oxygène pour respirer, n'est pas le seul. Certains gaz peuvent exploser. On parle alors d'ATEX, atmosphère explosive. La réglementation y est précise et notamment tout outil ou matériel doit être conforme à la réglementation dite ATEX. Sauriez-vous dire ce que ce panneau indique ? Une zone d'exercice de tir, une zone à atmosphère explosive, une zone confinée, une zone de stockage d'explosifs, vous ne savez pas. Pour les personnels habilités à travailler en espace confiné, les autres n'ayant pas le droit d'y accéder, rappelons les points essentiels de la réglementation. La préparation. En fonction des risques spécifiques, vérification des équipements de protection individuelle. En plus des chaussures de sécurité, du casque, des matériels spécifiques comme les masques auto-sauveteurs ou les détecteurs d'atmosphère peuvent être nécessaires, les équipements de ventilation et éventuellement des explosimètres et du matériel spécifique si on évolue en ATEX. Tous les matériels d'aide à la manutention sont mis en place avant l'intervention et la zone est correctement balisée, barrières, panneaux de signalisation, etc. Saviez-vous qu'il fallait une habilitation spéciale pour travailler en zone confinée ? Oui, vous le saviez. Non, vous ne le saviez pas. Vous le supposiez. Comme le savent les personnes habilitées, une fois le matériel mis en place, la zone balisée et les EPI vérifiés et portés, on intervient au minimum à 2. Un ou plusieurs intervenants et un surveillant qui restera à l'extérieur de l'espace pendant toute l'intervention. Il dispose d'un moyen d'appel et des coordonnées des secours. Il connaît les consignes en cas d'accident ou d'incident. Chaque intervenant dispose de ses habilitations à jour, d'un masque autosauveteur, d'un détecteur de gaz multifonction à jour de ses vérifications périodiques et d'un système de communication avec le surveillant si celui-ci risque de perdre le contact visuel à un moment quelconque. L'intervention elle-même sera préparée dans les meilleures conditions. Nettoyage préalable, ventilation, système d'éclairage portatif, longe de sécurité ou appareil respiratoire isolant pourront être nécessaires. Pour terminer, rappelons qu'un masque autosauveteur est destiné uniquement et exclusivement à pouvoir sortir de l'espace en cas de problème et en aucun cas ne doit servir pour y travailler. Sans entrer dans les détails des maladies infectieuses et de leur propagation, attardons-nous sur 2 d'entre elles qui peuvent toucher plus particulièrement les travailleurs du BTP. Tout d'abord, particulièrement en fondation spéciale, le tétanos. Transmis par une plaie provoquée par des métaux ayant été en contact avec la terre, le tétanos est une maladie violente, douloureuse et souvent mortelle. Le vaccin est tout à fait au point et parfaitement sans danger. Quand on sait que les rappels s'effectuent tous les 10 ans seulement, ce serait vraiment fou de se priver de ça. Le seul vrai risque étant d'oublier le rappel au bout de 10 ans, pensez à vérifier où vous en êtes. La seconde maladie spécifique, également grave et douloureuse, et qui plus est mortelle à 5%, est la leptospirose. Vaccination efficace et d'ailleurs obligatoire dès que l'on a à travailler en milieu à risque comme les égouts, la maladie est en effet transmise via les urines des rongeurs, si bien que, même sans une morsure ou une plaie, le contact des os souillés avec une muqueuse suffit à contaminer. Les 2 vaccins ont largement fait leurs preuves, alors soyez à jour de vos vaccinations. Vos vaccinations contre le tétanos et la leptospirose, vous êtes à jour ? Oui, tout à fait. Non, vous ne pensez pas. Vous ne savez pas.
Parmi les différents risques des métiers du BTP, on s'attardera sur les poussières. On porte des équipements spéciaux en milieu confiné, mais à l'air libre ou dans des bâtiments bien ventilés, le meulage, les découpes de matériaux divers ou la simple manutention de sacs produisent énormément de poussière. D'où la nécessité de porter 2 équipements spécifiques, lunettes de protection et masque respiratoire. Parlons masques. Les masques de protection contre les poussières ne sont pas des masques de chirurgien. Ces derniers sont faits pour éviter de contaminer les autres. Le masque de protection est fait pour éviter de respirer des poussières. Un masque est repéré par le marquage de conformité, le sigle CE, et de son indice de protection du plus faible, FFP1, au plus fort, FFP3. Ces masques sont utiles s'ils sont étanches, à la bonne taille et bien placés. Placez le masque sur le visage, la barrette nasale sur le nez. Passez les élastiques derrière la tête en tenant le masque sans les croiser. Pincez la barrette nasale avec les 2 mains pour l'ajuster au niveau du nez et lissez du haut vers le bas. Vérifiez que le masque est bien mis. Pour cela, couvrir la surface du masque avec une feuille plastique propre maintenue en place avec les 2 mains. Inspirez, le masque s'écrase légèrement sur le visage. Si le masque ne se plaque pas, c'est qu'il n'est pas étanche. Il faut le réajuster. Après plusieurs tentatives infructueuses, changez de modèle car il doit être inadapté. Pour enlever un masque, le retenir avec une main et enlever les élastiques de l'autre. Quel que soit le type de masque, le jeter dans une poubelle muni d'un sac en plastique, puis se laver les mains. Mettre un masque anti-poussière avant de percer ou de tronçonner. Vous le faites toujours, souvent, parfois, rarement ou jamais. Parmi toutes les poussières, il en est une particulièrement agressive et nocive, l'amiante. Les fibres d'amiante pénètrent dans les poumons et y provoquent de gros dégâts, se terminant souvent par un cancer. Le problème est qu'on a beaucoup utilisé l'amiante pour ses qualités de résistance au feu. Donc, partout où il fallait protéger contre l'incendie ou les forts échauffements, on a mis de l'amiante. On en trouve donc dans les sous-sols, les regards, les locaux techniques, les faux plafonds, les cloisons, les canalisations, certains revêtements de route et bien sûr dans le ciment amiante avec lequel on a fait fausses ardoises, couvertures ondulées et autres dalles de sol ou de couverture. Le caractère dangereux de l'amiante se révèle dès qu'on le coupe, tronçonne ou gratte. Même un coup de cutter dans une cloison doublée d'amiante peut s'avérer nocive. Le travail sur l'amiante nécessite des équipements particuliers et une formation pointue. Aussi, avant d'attaquer un matériau que vous ne connaissez pas, qui pourrait contenir de l'amiante, prenez vos renseignements. D'autant plus important que le travail en présence d'amiante est strictement interdit aux intérimaires.